Jeudi 13 mars 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, page sociale pour commencer. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat et le gouverneur de la région d'Analamangue ont rencontré aujourd'hui les personnes concernées par la construction du projet LEC Arrive au sein des locaux de la commune d'Ivat pour leur apporter des explications sur les diverses rumeurs autour de ce projet présidentielle. La plupart des contestataires ont admis qu'ils sont en situation illégale. Néanmoins, l'État veut faire un geste en les accompagnant dans leur procédure d'expropriation ou en les intégrant dans d'autres projets de logements sociaux. Reportage sur les images de Zarangianto. Quelques-uns de ces personnes disent avoir des permis de construire. D'autres, par contre, n'ont pas de lieu pour construire si l'État les expulse de leurs habitations. D'autres ont déjà reçu des avis d'arrêt de travaux plusieurs fois, mais ont continué leur construction. Ces personnes sont concernées par la mise en œuvre du projet LEC Arrive, qui consiste en l'extension de la route. Ces habitants ont admis qu'ils sont en situation d'illégalité, mais certains confirment qu'ils en ont en leur possession leur autorisation de construire, documents qu'ils ont apportés devant les responsables étatiques aujourd'hui. Ainsi, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, avec le gouverneur de la région d'Analamangue, ont considéré tous ces documents en affirmant que des mesures seront prises à l'encontre des responsables qui les ont délivrés en outrepassant la loi ou ayant reçu des pots de vin. Ces responsables étatiques ont confirmé que l'État ne reculera pas dans ce projet, mais étudiera toutes les alternatives techniques possibles pour qu'il ait moins d'impact sur la population et ses constructions. Il y aura des démolitions, mais il sera moindre. Le gouverneur a souligné que le dialogue est établi entre les responsables et la population. Ainsi, cette dernière devra arrêter de spéculer sur la situation, mais suivre les consignes, car l'État apporte des solutions malgré qu'il soit en situation d'irrégularité. Le ministre a également affirmé que l'État fera en sorte qu'il jouisse des solutions, notamment de projets de logements sociaux ou autres. Selon les estimations des techniciens, environ 65 toits sont concernés par les constructions illicites dans la réserve d'emprise et qui seront concernés par le projet LEC Arrive et pour lesquels l'État apportera des solutions. Par ailleurs, les travaux du projet LEC Arrive ont déjà débuté. Le SENVH et le ministère des Travaux publics sont venus voir le chantier. Et dans la page politique de ce soir, les maires ayant déposé des recours en justice dénonçant des irrégularités constatées lors des élections communales attendent toujours le verdict du tribunal administratif. Parmi eux, le maire de Talantan-Vulnunch. Hier, une évaluation des résultats du maire et du député IRD élu dans le district d'Avarajan a été présentée aux habitants de Talantan-Vulnunch. Reportage de Ruth Malal et Yves Janel. Talantan-Vulnunch, dans le district d'Avarajan, fait partie des localités concernées par la construction de l'autoroute. Par ailleurs, de nombreuses infrastructures ont été mises en place dans cette commune au cours des 5 dernières années. Lors des dernières élections communales, le candidat Irma Ranjanirina Ubierson a remporté le scrutin avec 46,35% des voix. Cependant, un recours a été déposé devant le tribunal administratif et il n'a pas encore pu prendre ses fonctions. D'après les informations que nous avons obtenues, le tribunal administratif dispose d'un délai de 3 mois à compter du dépôt du recours pour rendre son verdict. Par ailleurs, hier, le député et le maire ont présenté à la population le bilan des réalisations de ces 5 dernières années dans le district d'Avarajan. L'événement a également été l'occasion pour le TGV d'Avarajan d'échanger des vœux pour la nouvelle année. Et la ministre des Affaires étrangères malagasy, Irassa Tarafaravaftaf, qui représente l'État malagasy durant le Conseil des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe ou SADC à Harare, Zimbabwe. Ce conseil se tient depuis hier jusqu'au 14 mars. Durant cette rencontre des ministres des pays membres de la SADC, il sera question de plaider pour les défis auxquels font face les pays membres. Les ministres examineront également la situation des
pays insulaires tels que Madagascar qui font face aux défis majeurs dans la protection de ses frontières aériennes et maritimes. La ministre évoquera également l'allègement du budget d'aide car nous faisons face à plusieurs défis et plaidoyer pour la demande de soutien pour la gestion des catastrophes et concernant l'autosuffisance alimentaire. Une réunion de haut niveau aura également lieu en visioconférence aujourd'hui. Le chef de l'État malagasy y prendra part. Et dans la page économique de ce soir, une entreprise doit obligatoirement détenir un PE ou permis d'exploitation pour pouvoir exploiter, même si elle possède déjà un PR ou permis de recherche. Concernant les cas des terres rares d'impasse d'Ave et les entreprises qui y opéraient ne disposent que d'un permis de recherche, lequel a expiré en 2020. Les explications dans ce reportage de Ruth Christelle Rakoutsmagal. Les recherches sur les terres rares, un groupe de 17 minéraux essentiels à la fabrication d'équipements technologiques de pointe, ont débuté à Impasse-Ndave en 2009. Le permis de recherche accordé pour cette activité a cessé d'être valide en 2020. L'entreprise Rinova a alors déposé une demande d'exploitation, mais l'octroi de permis avait été suspendu à cette époque. En 2022, le projet a été racheté par l'entreprise Arena, une société australienne, qui a à son tour formulé une nouvelle demande de permis d'exploitation. Cependant, selon le nouveau code minier, toute personne ou entreprise souhaitant obtenir un PE doit d'abord passer par l'étape du PR ou du PREA. De plus, seule l'entité ayant obtenu le PR ou le PREA peut faire la demande de renouvellement en PE. Il est essentiel d'établir un dialogue basé sur la confiance et la concertation entre les investisseurs et les populations locales directement concernées, afin d'éclaircir les accords et d'éviter d'éventuelles rumeurs. L'objectif reste que toutes les parties prenantes puissent en tirer profit. Parlons à présent météo. Le cyclone Jude atterrira dans les districts de Toliara 1 et 2 demain après-midi ou dans la soirée selon les prévisions du service météorologique ce matin. Ce cyclone est déjà revenu dans le canal de Mozambique ce matin également. Vanessa Mireille nous en dit plus. Le cyclone Jude était à 660 km au nord-ouest de Morumbe à 9 h ce matin. Il apporte un vent de 75 km/h avec des rafales de 100 km/h autour de son centre. Il se déplace vers le sud-est à une vitesse de 22 km/h et devrait atterrir dans les districts de Toliara 1 et 2 demain après-midi ou dans la soirée de demain avec une puissance de forte tempête tropicale avec des vents de 90 km/h. Ainsi, les nouvelles consignes sont une alerte de couleur jaune pour les régions Atsimonjef, Anjoy ainsi que Mourndave et Mans. Alerte de couleur verte pour Ano, Sius, Akour, Befutak, Midungatsim et Wangenjan. Les pêcheurs et ceux ayant des activités en mer doivent s'en abstenir, notamment ceux depuis des côtes allant de Besselim jusqu'à Tolagnar, de même que ceux entre Tolagnar et Mahanour à partir de demain. Dans un tout autre sujet, les enseignants, chercheurs et les chercheurs enseignants, ainsi que le personnel administratif et financier ou PAT au sein de l'université de Toliara se regroupent au sein de l'ISDUT ou Initiative et Solidarité pour le développement de l'université de Toliara, une plateforme qui veut accompagner l'université de Toliara dans son émergence et son développement, notamment dans le domaine de la recherche, l'enseignement et les infrastructures. Pour ce faire, elle va mobiliser des partenaires techniques et financiers. Elle fait également appel à toutes les bonnes volontés pour les rejoindre. Par ailleurs, elle peut être aussi un cercle de réflexion et une force de proposition pour apporter des solutions aux problèmes de l'université de Toliara. L'ISDUT a été créé officiellement hier à Toliara avec à sa tête Mboula Zanoué Lirazaf Ersan, enseignant-chercheur à l'université de Toliara. Et dans les actualités de ce jour également, parmi les sujets discutés par le président de la Fédération malagasy du football, Alfred Ranjamanapsou, et les responsables au sein du FIFA et de la CAF au Caire en Égypte hier 12 mars figurent les conditions d'homologation du stade Baréa, une condition qui a pour contrepartie le retrait du président de la FMF de sa candidature au sein du comité exécutif de la CAF. Les techniciens de la CAF et FIFA formeront ainsi des techniciens malagasy pour l'entretien
du gazon du stade Barilla Mamas n'avant une autre contrôle. Et le stade devrait recevoir un match justement au mois de juin prochain selon les estimations. Reportage de Femera Kotarsoul et Anzar Radonerville. La 14e édition de la réunion de la CAF s'est tenue le 12 mars au Caire en Égypte. Alfred Rendjamanamsou, le président de la Fédération malgache de football, fait partie des candidats qui souhaitaient intégrer le comité exécutif de la CAF aux confédérations africaines de football lors des élections au Caire. Cependant, pour le bien du football malgache, il a retiré sa candidature après discussion avec les responsables de la FIFA et de la CAF. L'un des points qui a été discuté lors de cette réunion a été la réhabilitation des stades à Madagascar comme le stade Barilla. La levée des sanctions financières à l'encontre de Madagascar en vigueur depuis près de 5 ans a également été discutée. Pour en revenir au stade Barilla, il fera l'objet de 3 inspections par les techniciens de la FIFA. Des techniciens qui conseilleront sur l'entretien et l'amélioration du stade, notamment du gazon. Dans le cadre de l'amélioration du stade, la construction de l'espace média dédié aux journalistes et commentateurs de football en direct est incluse. Par ailleurs, les Barilla recevront des équipements, notamment pour le bus qui est attendu pour juin. Les maillots à l'effigie des Barilla seront également mis en vente la semaine prochaine dans toute la grande île. Et dans les actualités internationales de ce soir, les pays d'Afrique australe ont mis fin au mandat de leur mission militaire dans l'est de la République démocratique du Congo et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes, a annoncé aujourd'hui l'Organisation de coopération régionale ou SADC dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet extraordinaire. Les précisions d'une correspondante de France 24. Ça fait plusieurs mois que les forces d'Afrique australe voulaient se retirer de RDC. Le Malawi avait annoncé dès la prise de Goma qu'il voulait faire entrer ses soldats. Et l'Afrique du Sud également, qu'elle préférait en fait une mission sous mandat de l'Union africaine. Mais chacun attendait en fait la décision collective de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe. Et bien voilà, c'est fait avec une bonne dizaine de chefs d'État d'Afrique australe qui ont participé à la réunion, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Alors pourquoi cette force se retire-t-il ? D'abord parce qu'il y a eu beaucoup de pertes, une vingtaine de personnes qui sont mortes depuis le début de la mission en décembre 2023, mais aussi parce que la situation était, selon les états-majors, je cite, intenable. En fait, les soldats étaient sous-équipés. Et ces dernières semaines, les libertés de mouvement étaient restreintes et on nous a fait savoir qu'ils avaient même du mal à s'alimenter ou à avoir des approvisionnements en eau. Alors le retrait se fera en plusieurs étapes, on n'a pas encore les détails. Il y a 2900 soldats sud-africains, 2100 soldats du Malawi et de Tanzanie. Personne ne sait s'ils pourront repartir avec leurs armes ou avec leur équipement. Pour l'instant, pas de réaction en Afrique du Sud ou peu de réaction, mais il est certain que cette décision va soulager l'opinion publique qui ne comprend pas toujours pourquoi les soldats sud-africains sont embourbés dans une guerre de haute intensité en RDC. Et les Ukrainiens auraient envoyé une dizaine de drones en territoire ennemi la nuit du 12 au 13 mars dernier et seraient en train de se retirer sans combattre de la région de Koursk. France 24 nous en dit plus. Escortés par des autorités russes, ces civils, la plupart âgés, sont évacués de la ville de Soudja en Russie. La localité était jusqu'ici la principale conquête ukrainienne dans la région de Koursk. Moscou a revendiqué ce jeudi la reprise de la ville. Je m'attends à ce que toutes les tâches de combat auxquelles nos unités sont confrontées soient accomplies. Je m'attends aussi à ce que le territoire de la région de Koursk soit bientôt complètement libéré de l'ennemi. De son côté, l'armée ukrainienne admet à demi-mot reculer dans la région en déplaçant des unités. Dans la situation la plus difficile, ma priorité a été et reste de sauver la vie des soldats ukrainiens. À cette fin, les unités des forces de défense, si nécessaire, manœuvrent vers des positions plus favorables.
À Moscou, ce retrait annoncé des forces ukrainiennes a été présenté comme un triomphe. Le président russe a saisi l'occasion pour apparaître mercredi soir en chef de guerre à la télévision, vêtu pour la première fois en 3 ans d'un treillis, aux côtés du chef d'état-major général des forces armées russes, Valery Gerasimov. Selon la propagande russe, les 2 hommes ont visité un poste de commandement situé dans la région de Koursk, sans que les images diffusées ne permettent formellement d'identifier le lieu. S'adressant à de hauts gradés, Vladimir Poutine a évoqué la perspective de créer à l'avenir une zone de sécurité le long de la frontière côté ukrainien. Une manière de répondre par la négative au souhait américain d'un cessez-le-feu immédiat entre Kiev et Moscou. Et les députés français ont adopté hier 12 mars une résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine, contenant notamment un appel à la saisie des avoirs russes gelés à laquelle s'oppose le gouvernement. France 24. Pour 288 contre 54, l'Assemblée nationale a adopté. Le score est sans appel, mais il ne rend pas compte des tensions et des débats houleux qui ont jalonné la séance. Les députés macronistes, socialistes, écologistes et des partis de droite, les Républicains et Horizon ont voté pour. La France Insoumise et des députés communistes ont voté contre. Le Rassemblement national s'est abstenu. La résolution a essentiellement une portée symbolique et sert à envoyer un message de soutien à l'Ukraine. Entrons ensemble dans l'histoire, disons non au fascisme sur notre continent et à son retour, non aux dirigeants d'un autre siècle avec leur plan d'expansion que nous pensions ranger au plus profond des heures sombres dans nos livres d'histoire. Au final, la résolution propose d'inviter l'Union européenne à bâtir une défense européenne indépendante, d'accompagner l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est la raison de l'abstention du RN, de mettre fin à l'importation de gaz russe par les pays de l'Union européenne et d'étudier l'éventualité d'un déploiement de forces européennes, y compris françaises, en Ukraine en cas d'accord de paix, des points jugés bellicistes par certains députés. La France n'est pas en guerre militairement avec la Russie, l'Europe non plus. Présenter la situation actuelle de cette manière de la part du président de la République est une dramatisation de la menace que représente la Russie. La seule raison, effrayer la population pour préparer les esprits à la guerre. Un autre sujet s'est particulièrement imposé par amendement, celui de l'utilisation des avoirs russes gelés alors que les appels en faveur de leur saisie se multiplient en Europe. Je défends la saisie et l'utilisation des avoirs gelés de la Russie, les 209 milliards qui sont aujourd'hui en Europe, et je propose que nous les affections à la résistance ukrainienne. La question de la légalité internationale d'une telle décision n'est pas tranchée, sans compter le précédent économique que cela représenterait pour les investisseurs étrangers. Le président de la République et le Premier ministre restent opposés à cette option, mais ont demandé au ministre de l'économie d'étudier plus en profondeur les conséquences d'une telle mesure. Général, vous parlez français? Oui, un peu. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme sur Viva. Dans quelques instants, vous allez suivre votre série Squid Game sur ce très bon série sur Viva. Au revoir.